Merci Mickaël, merci Georgette d'être venu malgré tous les obstacles que nous connaissons aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir bravé les circonstances pour être là dans cette belle salle et écouter, j'imagine, le miel qui va nous coller dans les oreilles. Je ne présenterai pas Georgélia Sarfati parce que je pense que Mickaël en a dit déjà 2 mots et peut-être que ça suffit et que je préfère qu'on l'approche par ce qu'il va nous dire et la façon dont il va nous le dire. Donc je suis plutôt partisane de ce que les gens se présentent eux-mêmes. En revanche, vous pourriez vous questionner de savoir pourquoi une synagogue libérale, juive libérale, invite un psychothérapeute, un logothérapeute, mais qui est aussi philosophe, qui est aussi poète, qui est aussi traducteur, qui a énormément de cordes à son arc. Quel rapport avec une synagogue? Pourquoi nous, au Kelat Kedem, nous nous intéressons particulièrement à l'inconscient spirituel, ce qui est déjà 2 mots quand on les associe, qui créent un certain chatouillement de l'esprit. Tout d'abord, et certains d'entre nous le savons bien, Dieu, l'Éternel, le nom, la transcendance, dont on ne peut rien dire, n'est pas le centre des préoccupations du judaïsme. À cet égard, croire ne relève pas du vocabulaire juif et surtout n'est pas le souci essentiel. C'est plutôt l'homme, les hommes, dans leur singularité unique, qui nous préoccupent en premier. La Torah, à cet égard, nous le relate bien. Il s'agit de lois, d'instructions, afin d'améliorer la façon dont nous nous comportons avec nous-mêmes, avec autrui. Il s'agit souvent de responsabilité et d'engagement dans les actes, qu'ils soient individuels et collectifs, afin de faire vivre l'alliance. Alors peut-être, je ne sais pas encore, parce que je ne connais pas la conférence qui va nous être offerte, peut-être que c'est de cette alliance dont il sera ici question ce soir, alliance avec ce qui nous dépasse, qui nous est absolument insaisissable et qui pourtant nous traverse, nous habite même, j'oserais dire, nous encourage, nous guide et nous soutient. Et cela afin d'être inscrit dans le livre de la vie. Nous allons entendre Georgélia Sarfati, traducteur de certains textes du Moussar. Pour certains, peut-être, ça signifie quelque chose, pour d'autres, moins. Et je pense que Georgélia nous fera le plaisir d'en dire quelques mots. Donc cette conférence inaugure en fait un cycle d'études qui démarrera à partir du début novembre et ça tout au long de l'année. Cycle d'études un peu particulier puisque, si j'ai bien compris, il s'agit d'études expérience. On est dans le vécu et non pas simplement dans le mental. Voilà, je crois que je vais céder la parole à professeur Sarfati et je remercie tous les organisateurs, les travailleurs de la vidéo, les travailleurs d'Internet pour avoir rendu possible cette conférence ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs et les autres de cette soirée, principalement Margot Lévin, présidente de Kelat Kedem, et puis mon collègue Mickaël Ankou, dont je connaissais une partie des travaux. Je suis content de vous rencontrer pour la première fois. Il a été question dans cette rapide évocation préliminaire du Moussar et incidemment je pense qu'il va surtout être question ce soir l'analyse existentielle de Viktor Frankl. Alors ce qu'on peut dire c'est que en tout cas c'est la façon dont je l'ai aussi approché Frankl. Lorsque je l'ai découvert, il m'a semblé qu'il y avait une très forte résonance avec la tradition hébraïque. Frankl met au centre de son propos une conception de l'être humain. On qualifierait volontiers de spiritualiste. Ça va être en grande partie la raison d'être de mon exposé ce soir. Et surtout,
humain cherche un sens à sa vie. Donc, vous voyez, la problématique du sens, au fond, elle est évidemment inhérente à toutes les grandes traditions, quelle que soit leur expression symbolique, rituelle, leur corpus. Mais avec Frankel, nous avons une formulation qui est principalement la préoccupation d'un médecin et d'un psychothérapeute et d'un psychanalyste. Frankel est aussi un penseur juif, très imprégné de culture biblique, on pourrait dire judéo-chrétien. Il est très proche des deux traditions. Il y a quelque chose de fondamental en pratique, et c'est donc un peu un défi, si on n'a pas soi-même d'expérience thérapeutique personnelle, d'exposer les tenants et aboutissants à la fois d'une anthropologie, d'une philosophie des distances et d'une clinique, parce que cela peut paraître par trop notionnel ou théorique. Néanmoins, comme ça reste éminemment accessible à tout un chacun, je pense que mon propos sera d'emblée accessible. Il faut d'abord situer Frankel dans le siècle, dans le XXe siècle. Frankel est né en 1905 et il a vécu très âgé. Il est décédé en 1997. Il a toujours vécu à Vienne et c'est un rescapé des camps de concentration. Il a survécu à Auschwitz et son expérience clinique n'est à jamais marquée par cette période de captivité, bien que, il faut tout de suite le dire, l'analyse existentielle et la logothérapie dont il est l'inventeur étaient très étayées déjà pendant l'entre-deux-guerres. Frankel pratique cette nouvelle forme de psychanalyse dès la fin des années 30. Donc c'est un peu une mythologie abusive de dire que le nom de Frankel est associé à un personnage résilient qui aurait découvert ce référentiel thérapeutique dans un camp de concentration. C'est totalement absurde. En revanche, que dans ces conditions extrêmes, il ait vérifié la pertinence de ses propres hypothèses philosophiques, anthropologiques et cliniques, c'est très certain. Et d'ailleurs, je voudrais commencer mon propos en vous lisant un petit extrait qui situe bien la préoccupation de Frankel de son témoignage de captivité, qui est l'un des seuls récits qu'il ait rédigé, puisque les autres ouvrages sont des ouvrages de psychiatre et de psychanalyste. Alors, voici ce que dit Frankel. En ayant recours à la psychologie pour décrire les comportements et en tentant de donner une explication psychopathologique des traits distinctifs du prisonnier des camps de concentration, j'ai peut-être donné l'impression que l'être humain est entièrement et inéluctablement influencé par son milieu. Mais qu'en était-il de la liberté humaine, des réactions, la façon d'agir d'un homme sont-elles nécessairement dépourvues de toute liberté spirituelle, quels que soient les milieux dans lesquels on vit? Peut-on vraiment affirmer que l'homme n'est rien de plus que le résultat de certains facteurs biologiques, psychologiques ou sociologiques, qu'il n'en est que le produit accidentel de ces facteurs? On peut répondre à ces questions en s'appuyant autant sur des faits vécus que sur des théories. Les conclusions tirées des expériences vécues dans les camps de concentration prouvent en effet que l'homme peut choisir. On pourrait citer de nombreux comportements, souvent de nature héroïque, qui démontrent que le prisonnier pouvait surmonter son indifférence et contenir sa colère. Même si on le brutalise physiquement et moralement, l'homme peut préserver une partie de sa liberté spirituelle et de son indépendance d'esprit. Et puis ceci, une vie active permet à l'homme de réaliser ses valeurs à travers un travail créatif, tandis que celui qui mène une vie passive et qui vit pour son plaisir peut faire l'expérience de la beauté, de l'art ou de la nature. Mais il est également possible de poursuivre un but même si l'on n'éprouve aucun plaisir à vivre, même lorsqu'il n'y a aucune possibilité de libérer sa créativité, et lorsque la vie ne permet qu'une seule chose, celle d'agir dans le sens de la morale, en appréhendant l'existence avec des considérations morales qui deviendront prioritaires. Le plaisir et la créativité sont alors interdits, mais il n'y a pas que le plaisir et la créativité qui donnent un sens à la vie. Et si la vie a un sens, il faut qu'il y ait un sens à la souffrance. La souffrance, comme le destin et la mort, fait partie de la vie. Sans la souffrance et la mort, la vie humaine demeure incomplète. Donc voilà un propos qui donne tout
toute sa consistance, toute sa portée à la réflexion et à la pratique analytique de Viktor Frankl. J'ai choisi ce passage parce qu'il est d'emblée question à la fois des situations limites et à la fois d'un certain statut de la souffrance, mais également d'une préoccupation très lucide et frontale pour ce qui caractérise la condition humaine. Et en même temps, comme cela ressort de ce passage, on voit bien que Frankl met l'accent principalement sur ce qui est la dimension spécifiquement humaine, à savoir la préoccupation morale, la préoccupation pour les valeurs. Et pour Frankl, comme on va le voir en détail ce soir, une vie est dotée de sens parce que la personne qui lui confère ce sens affirme par la même un ensemble de valeurs. Donc c'est ça l'orientation philosophique fondamentale de Frankl, et c'est cela aussi son originalité, surtout psychothérapeutique. Alors comme vous le voyez, parler du sens de la vie, parler de conditions humaines, parler de valeurs, tout cela n'a rien de spécifiquement propre à la pensée humaine. C'est même l'essence de toute considération philosophique au sens occidental et au sens plus large. Mais le coup de génie de Frankl, c'est d'avoir montré que la question du sens de la vie est un enjeu pour la clinique. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre ce soir, parce que si on situe Frankl dans l'histoire de la psychiatrie et dans l'histoire de la psychanalyse, alors il faut tout de suite rappeler que Frankl est d'abord un disciple de Freud. Il en est quasiment le voisin dans sa jeunesse à Vienne. Et puis ensuite, il s'intéressera aussi à la psychologie individuelle d'Adler. Donc Frankl, il est dans ses sources intellectuelles immédiatement influencé par les deux fondateurs viennois de la psychanalyse. Alors, on dirait qu'il y a aussi Jung, mais Jung est en Suisse, ce n'est pas un interlocuteur immédiat. Le creuset de la pensée de Frankl, c'est son rapport à l'œuvre de Freud et son rapport à l'œuvre d'Adler. Ensuite, on peut faire un certain nombre de parallèles et esquisser des points de convergence, mais Frankl est un viennois, et à cet égard, on le crédite, on crédite sa conception, son analyse existentielle du terme de troisième école viennoise de psychanalyse, de psychothérapie, après Freud et Adler. Le fait est que Frankl a exercé une certaine influence entre les deux guerres et qu'il y avait autour de lui un certain nombre d'auteurs qui partageaient ses vues, mais qui ou bien ont disparu victimes du nazisme, ou bien se sont expatriés lorsqu'il était encore temps. Et on trouve aux États-Unis un certain nombre de grands précurseurs de la psychothérapie qui véhiculent à peu près les mêmes thèmes que Frankl. Mais Frankl était d'emblée très original parce qu'il a forgé à la fois ce qu'on appelle l'analyse existentielle et d'autre part ce qu'on appelle la logothérapie. Alors, je situe cela de façon un peu binaire au préalable pour vous montrer que Frankl, c'est d'abord un philosophe. C'est quelqu'un qui contribue au développement de ce qu'on appelle la philosophie de l'existence au XXe siècle. C'est aussi quelqu'un qui s'inscrit dans la lignée de la phénoménologie de Husserl et de la phénoménologie de Max Scheler, qui est un des grands penseurs de l'engagement à l'époque, qui est un catholique et qui développe, lui, à l'intérieur de la phénoménologie, une conception spiritualiste de l'être humain. On va voir ce que Frankl en fait. Et d'autre part, à partir de ce versant philosophique, eh bien, Frankl va développer une clinique d'un genre nouveau qu'il va appeler la logothérapie et qu'on peut aisément traduire par l'idée de thérapie centrée sur le sens. La principale préoccupation de Frankl, c'est de montrer que la quête du sens est au fondement même de la dynamique existentielle et que la crise ou la perte du sens est à l'origine d'une nouvelle forme de souffrance. Souffrance très bien identifiée par les philosophes, mais jusqu'à Frankl, absolument méconnue, occultée par la tradition médicale, psychiatrique, voire psychologique. Donc c'est ça l'originalité de Frankl. Maintenant, comment est-ce que Frankl a atterri en France en deux temps, et surtout depuis que je le traduis en langue française? Eh bien, Frankl, je l'ai découvert lorsque j'étais très jeune, parce que je l'avais lu en anglais, lors d'un séjour en Israël, il y a une quarantaine d'années.
Et puis ensuite Frankel, mais Frankel, alors justement, j'avais lu ce livre dans sa traduction anglaise, qui est Man's Search for Meaning, l'homme en quête de sens en anglais. Et puis, je l'avais reçu et perçu ce livre comme une contribution importante à ce qu'on appelle la littérature concentrationnaire. Moi, c'était un auteur qui avait témoigné de la réalité concentrationnaire, du phénomène concentrationnaire, en particulier nazi, au même titre qu'Elie Wiesel, au même titre que Primo Levi. Mais je n'avais pas probablement à l'époque la maturité pour comprendre en quoi cette réflexion sur le sens de la vie était un enjeu pour la psychothérapie, pour la psychiatrie, pour la médecine de façon générale. Alors ce qui est très original, c'est que mettre au centre d'un référentiel thérapeutique la question du sens de la vie fait que Frankel semble, avec cette perspective, réinventer ou redécouvrir dans le contexte de la psychanalyse moderne ce qu'on appelle la tradition de la médecine spirituelle, qui est déjà très présente chez les anciens, y compris chez les scolastiques, et puisque nous avons la chance de parler aussi sur l'Égypte de l'Institut Maïmonide, et bien la problématique de la médecine spirituelle est au cœur d'une grande partie de la pensée de Rambam, en particulier dans son commentaire des Birgavot, des Shmoneh Prakim dans les conclusions. Alors, Frankel, je l'ai rencontré une seconde fois, sans m'y attendre, sans le voir, parce que j'ai été patient dans le contexte d'un attentat auquel j'ai survécu il y a un quart de siècle à Tel Aviv. Et dans le parcours de soins, j'ai rencontré quelqu'un qui pratiquait la logothérapie. Mais comme la plupart des thérapeutes qui nous prenaient en charge, ils n'étaient pas là avec leur badge, ils s'intéressaient à nous en tant que patients pour nous tirer d'une situation psychique difficile. Et c'est parce que je suis resté en contact avec cette personne que nous sommes devenus amis ensuite et que je l'ai questionné sur sa manière de travailler. Et il m'a dit, ça c'est la logothérapie de Frankel. J'avais trouvé ça très surprenant parce que par rapport aux autres façons de traiter le traumatisme psychique en particulier, ce thérapeute-là posait des questions qui étaient des questions de fond, qui étaient des questions comme celle de savoir pourquoi la vie valait encore la peine d'être vécue après des chocs qui sont souvent très destructeurs et qui faisaient obstacle en fait à des attitudes suicidaires en me rappelant à des questions fondamentales. Et donc, avec le temps, j'ai décidé de consacrer une partie de mon activité à la traduction de Viktor Frankl en langue française. Parce qu'il m'a semblé que son expérience humaine et la profondeur de sa réflexion philosophique et psychanalytique valaient la peine d'être connue du public français et francophone. Donc c'est comme ça qu'il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai constitué l'école française d'analyse existentielle et de logothérapie, qui maintenant est une école à la fois de formation de cliniciens, mais aussi une école qui assure la supervision dans ce domaine, également des interventions en milieu éducatif, mais aussi des interventions en milieu hospitalier. Par exemple, avec des groupes de parole en cancérologie, dans un hôpital parisien, avec une très grande efficacité. C'est-à-dire que Frankel a eu l'intuition de ce qui a été découvert bien plus tard que la logothérapie, de ce que, lorsque nous sommes reliés à des projets qui sont pour nous sensés, eh bien, nous sommes en meilleure santé psychique, et parfois en meilleure santé physique. Donc, ce que Frankel avait anticipé, c'est ce que des chercheurs neuropsychiatres ou neurologues ont découvert par la suite, ce qu'on appelle la dimension neuropsychologique, c'est-à-dire la problématique de l'axe du stress. Frankel a compris que la question du sens était une question qui concernait immédiatement la vitalité, la dynamique du système immunitaire. Et ça, c'est tout à fait remarquable. On a trop tendance à cliver les choses en France dans une culture un peu cartésienne entre la res extensa et la res cogitans, entre l'esprit et le corps. Mais Frankel est un des partisans d'une conception personnalisée de la médecine et d'une conception de l'unité psychosomatique de l'être humain. Donc le corps et l'esprit sont deux versants d'une même entité. Donc la question du sens n'est pas du tout une question intellectuelle,
même si elle peut être abordée de cette manière, c'est une question qui concerne en propre et avant tout l'équilibre psychosomatique de toute personne. Alors peut-être que ça parle un peu mieux que quand on pose la question de qu'est-ce que le sens de la vie, qui est une question d'abord philosophique. Pour Frankel, c'est une question très concrète. Comment tient-on à l'existence? Pourquoi tenons-nous à la vie? Et en quoi ce rapport subjectif que nous tissons avec notre propre existence nous permet de nous relier aux autres et au monde? Je pense que c'est une façon aussi indirecte de répondre au questionnement qui est au cœur de la pensée juive, notamment, mais pas seulement, savoir le primat, finalement, de la relation éthique à soi, aux autres et au monde. Donc c'est dans ce sens que Frankel est un penseur dont la problématique est directement corrélée à un héritage biblique, quel qu'il soit. Oui. Ça, c'est pour le premier point. Alors, l'invention de l'analyse existentielle et de la logothérapie, précisément, procède d'une situation très particulière qui est la façon dont Frankel a fait face, pour ses patients, au grand bouleversement qu'a constitué la crise de 29, la crise économique de 29 en Europe et notamment en Autriche, puisque c'était un jeune médecin à ce moment-là. À cette époque, Frankel suivait Alfred Adler dans sa pratique de la médecine sociale et il constatait que la plupart des gens dont il observait le mal de vivre, finalement, ne souffraient pas, proprement parler, de pathologie. Ils n'avaient pas de pathologie, ni physique, ni psychique. C'était des gens et ce sont des gens très jeunes qui désespéraient de l'avenir. Et parmi eux, notamment les étudiants viennois, il y avait une épidémie de suicide, une véritable épidémie de suicide. C'est dans ce contexte que Frankel a compris que le fait d'avoir le sentiment que l'avenir est bouché est une source de dépression. Le fait d'être dans l'incapacité de développer son potentiel est une source de dépression. Et c'est comme ça que Frankel a pensé qu'il y avait la matière à infléchir les découvertes psychanalytiques de Freud dans le sens d'une thérapeutique qui mettrait au centre du questionnement la nature de cette souffrance et les moyens d'y remédier, évidemment, moyens qui ne sont ni médicaux, ni pharmaceutiques, ni psychanalytiques au sens traditionnel. Ce ne sont pas des névroses au sens des psychonévroses de Freud, ce ne sont pas des psychoses, ce sont des états de déréliction qui provoquent une véritable décompensation de la personnalité. Alors cela, Frankel l'a appelé la névrose noogène. Je vais y revenir en détail tout à l'heure, par allusion au terme nous en grec qui désigne l'intellect et l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la névrose noogène? Ce n'est pas le fait que l'esprit tombe malade, mais c'est le fait que la personne qui souffre, en fait, souffre parce qu'il y a dans sa dynamique existentielle un manque d'investissement spirituel. Il n'y a plus rien à quoi tenir. Et c'est cette notion de névrose noogène qui est au cœur de la clinique de Frankel. Et pour mieux comprendre cette notion de névrose noogène, il faut comprendre ce que la noésis chez Frankel, c'est-à-dire l'esprit ou l'intellect, représente. Alors, il faut partir de sa conception fondamentale de l'être humain. Comme je vous l'ai dit en préambule, pour Frankel, la motivation humaine fondamentale, c'est la quête du sens. Ce n'est pas le principe de plaisir, chez Freud, ce n'est pas le principe d'affirmation de soi, Adler, c'est la recherche du sens. Une vie n'est viable que parce qu'elle est censée à nos propres yeux. Donc il faut bien distinguer entre le sens comme concept philosophique et l'expérience du sensé. C'est très important. C'est ce qui fait que, d'une certaine manière, on n'est plus seulement dans le champ de la philosophie d'existence, et on est vraiment dans le champ de la psychothérapie. Parce que si je dis à quelqu'un voilà une définition sémantique du sens, ça n'en a pas, précisément. Par contre, si je fais percevoir à quelqu'un qui souffre ce qui éventuellement peut être censé pour lui ou pour elle, alors ça change tout. La question est de savoir comment on procède et surtout sur quel postulat anthropologique, sur quelle image de l'homme, comme dit Frankel, on se fonde. Alors cette théorie de la motivation fondamentale, elle tient précisément à l'anthropologie de Frankel. Alors aujourd'hui, nous sommes encore justiciables de
cette conception de l'être humain, il est admis que l'être humain est dans le meilleur des cas une entité psychosomatique, c'est-à-dire complexe c'est un système à la fois biologique et cognitif, si vous voulez. Nous sommes des organismes intelligents, pour dire les choses simplement. Paul Frankel, qui reprend la phénoménologie de Scheller, S-C-H-E-L-E-R, Max Scheller, il s'agit de valoriser, à côté d'une conception qu'il considère comme réductionniste, la conception psychosomatique, une autre conception qu'il appelle une conception dimensionnelle. C'est-à-dire dimensionnelle. L'être humain n'a pas qu'une dimension psychosomatique, il possède aussi une dimension spirituelle. Donc la logothérapie, finalement, opère à partir de cette image de l'être humain, à partir de cette ontologie dimensionnelle, de cette conception de l'être humain, pourvu, doté de plusieurs dimensions, pas seulement somatique, pas seulement psychique, mais également spirituelle. Donc la logothérapie fonctionne à partir d'une conception de l'existence qui est une conception spirituelle. C'est-à-dire que ça n'est pas, ça n'est pas de manière réductionniste que nous existons. Nous vivons sur un plan psychosomatique, c'est un fait. Nous avons des besoins, nous devons les satisfaire, nous avons besoin d'alimenter, de dormir, etc. Ça, c'est le plan psychosomatique. Mais nous existons sur le plan spirituel. C'est toute la différence qu'on peut faire entre la vie et l'existence. Dans le langage ordinaire, la vie et l'existence sont des termes synonymes, en général. Mais pour Frankel, ce ne sont pas des termes synonymes. Ce sont deux termes qui renvoient aux deux dimensions de l'être humain. Comme les animaux dotés d'un psychisme, nous vivons sur le plan psychosomatique, mais en tant qu'être humain, nous avons cette spécificité qui est unique entre toutes les espèces, c'est que de surcroît, nous existons. Nous existons parce que nous sommes pourvus d'une dimension spirituelle. Alors qu'est-ce que c'est que cette dimension spirituelle? Ça n'est pas du tout, même si, et je vais m'en expliquer, Frankel dit que c'est une dimension de transcendance, c'est assurément une dimension de transcendance, mais pour Frankel, la spiritualité, et entendez bien, parce que nous ne sommes pas en France, sous la plume de Frankel, nous sommes dans un contexte anglo-saxon, la spiritualité n'a pas forcément partie liée avec la religion. La spiritualité, c'est une dimension d'être humain, quelle que soit cette option philosophique ou religieuse. Même quelqu'un d'athée a une dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que Frankel définit la spiritualité comme l'ensemble des valeurs qui permettent à un être humain d'exister. Donc vous voyez, on a là une perspective extrêmement large, et même, je dirais, un socle de débat qui permet des divergences d'opinion, sans jamais annuler le fait que, qui que l'on soit, nous avons une dimension spirituelle. Ça va, c'est clair? Donc ça, je dirais que dans le contexte français, même si ça change un peu, c'est quand même assez révolutionnaire. Parce que quand vous dites Frankel est un psychanalyste qui développe une anthropologie spirituelle, alors c'est tout de suite, bon, je vous arrête, ça n'est pas audible. La psychanalyse et la spiritualité, en général, ça ne fait pas bon ménage. Mais ça ne fait pas bon ménage, probablement eu égard à des raidissements de la part d'un certain nombre de nos collègues en psychanalyse. Et c'est probablement aussi en grande partie lié à l'arrière-plan culturel de l'histoire de France. Spiritualité et religion sont très mêlés. Et l'arrière-plan de la révolution politique française est très marqué par l'anticléricalisme. À partir de là, la spiritualité est évacuée sous prétexte qu'elle ne serait que religieuse. Et donc il faut bien comprendre cet enjeu lié à l'histoire intellectuelle et culturelle de notre pays. Mais pour Frankel, qui est un anglo-saxon, la notion de spiritualité, d'esprit, Geist en allemand, ne connaît pas nécessairement la dimension religieuse. Alors c'est pour ça que dans le livre Dieu inconscient, titre très provocateur, que Frankel a par ailleurs sous-intitulé Psychothérapie et religion, il est question non pas de préconiser une thérapie fondée sur la religion, mais de faire apparaître
que la psychologie a intérêt à incorporer cette conception de l'être humain, parce que, à comprendre, et c'est la critique de Frankel, il n'y a jamais que la psychologie, de son époque en tout cas, qui n'avait pas pris en considération la dimension spirituelle de l'être humain. Elle était admise dans les traditions spirituelles, évidemment, elle était admise dans les traditions philosophiques, mais elle n'était pas admise dans la tradition psychanalytique. Donc lorsque Frankel sous-titre son ouvrage « Le Dieu inconscient, psychothérapie et religion », ce n'est pas pour dire que la psychothérapie et la théologie ont le même objet, mais c'est pour précisément les différencier. Qu'est-ce que nous dit Frankel à ce sujet? Pour éviter de rabattre la notion de spiritualité sur le concept de religion, il dit à tout prendre, la religion se soucie du salut de l'âme, mais la logothérapie se soucie du soin de l'âme. Et ayant donné cette définition, eh bien, si on a fait une classe de terminale en France, ça nous rappelle quelque chose. Le soin de l'âme, c'est la définition que Platon, via un Socrate qui met en scène dans l'apologie de Socrate, donne précisément de la philosophie. La philosophie, c'est le soin de l'âme. Donc il est possible de soigner avec la problématique du sens. Il est possible de restituer, de restaurer le sens perdu pour une personne donnée dans un contexte donné. Autrement dit, là où Frankel est très freudien, c'est qu'il considère en effet que la souffrance humaine, la souffrance psychique, je ne parle pas des pathologies de toutes sortes, mais la souffrance spécifiquement humaine, c'est la souffrance d'origine spirituelle, c'est-à-dire la souffrance qui est liée à la perte des valeurs, la souffrance qui déracine quelqu'un et qui le prive de sa dynamique existentielle, qui lui interdit de faire des projets, qui lui interdit de se projeter dans l'avenir. C'est ça la souffrance existentielle. Et ce qui est révolutionnaire chez Frankel, c'est que à partir du moment où il pose cette conception spiritualiste ou noétique de l'être humain, noétique par allusion au concept grec nous, qui détient la pensée ou l'intellect, ou l'esprit selon les traductions, eh bien, la perspective qui s'impose ici, c'est que Frankel met un coup d'arrêt à une habitude intellectuelle qui consiste à identifier souffrance et maladie. La souffrance n'est pas une maladie. On peut souffrir sans être malade. Et précisément, on peut souffrir de vide existentiel. Et là où Frankel et Freudien, disais-je, c'est que pour Frankel, les situations de perte de sens sont toujours liées à des situations de perte, quelles qu'elles soient. Ça peut être la perte liée à un deuil, ça peut être la perte d'une situation, d'un emploi, ça peut être la perte d'un pays, parcours de migrants, etc., etc. Donc là où Frankel est fondamentalement freudien, c'est qu'il articule en effet la notion de souffrance à la notion de perte. Et il y ajoute le fait que toutes les pertes sont de toute façon toujours des pertes de sens. Ça va, c'est clair? Donc voyons en quoi Frankel est original. D'une certaine manière, il n'invente ni le concept de sens, ni le concept de spiritualité, ni même la notion d'anthropologie spirituelle. Par contre, ce qu'il invente, ce qu'il réhabilite plus exactement dans la tradition clinique occidentale, c'est que l'être humain, l'homme ne vit pas que de pain, comme dit la Bible. L'homme ne vit pas que de pain. On trouve ça aussi bien dans Deutéronome que dans Matthieu. L'homme ne vit pas que de pain, il vit de quoi? Il vit de rêves, il vit de projets, il vit d'accomplissement, c'est-à-dire qu'il existe sur le plan spirituel. Ramener quelqu'un à sa seule dimension psychosomatique, c'est le nier comme personne. Et là, de même que nous avons fait une distinction entre la vie et l'existence, nous devons faire, chez Frankel, par voie de conséquence, une différence entre la dimension individuelle et la dimension personnelle. Nous sommes tous des individus, mais nous sommes toujours des personnes uniques. C'est aussi ça, la dimension philosophique de Frankel. L'analyse existentielle fonde ce qu'on appelle en philosophie un personnalisme. C'est-à-dire que la finalité de l'existence, c'est d'accomplir sa singularité. Et comme dit le Talmud, et Frankel
est vraiment dans cette perspective. Lorsque nous venons au monde, nous venons avec une question. Et toute notre existence consiste à tenter de trouver une réponse à cette question. Mais cette question nous est propre. C'est ce qui fait notre chiffre, dirait-on, d'un point de vue cabalistique. C'est ce qui fait notre singularité la plus irréductible. Donc il faut distinguer entre l'existence, comme il faut distinguer entre l'individualité et la personne. Pourquoi? Et là vous allez voir l'horizon à la fois philosophique et thérapeutique. Si on admet avec Frankel que l'être humain n'est pas une entité psychosomatique, mais qu'il possède aussi une dimension de verticalité, c'est-à-dire de transcendance, alors il faut admettre que le monde tel qu'il est constitué est extrêmement réductionniste. Nous sommes toujours appréhendés comme des individus, très rarement comme des personnes. Lorsqu'il y a un décret national de port du masque, de confinement, d'obligation de payer des impôts ou une amende de 135 €, ou que sais-je encore, eh bien, nous sommes des entités statistiques. Nous sommes des individus. C'est-à-dire des produits de l'ensemble de nos déterminismes. Alors chacune et chacun peut ici faire rapidement l'inventaire de ses propres déterminismes. Ça commence avec notre capital génétique, ça continue avec notre environnement, et ça se termine avec nos dispositifs pulsionnels. C'est l'ensemble des déterminismes. Il y a peu de choses que nous avons effectivement choisies. Nous n'avons pas choisi notre corps, nous n'avons pas choisi notre vitalité, nous n'avons pas choisi notre langue, nous n'avons pas choisi notre héritage culturel, nous n'avons pas choisi notre patronyme. Donc c'est tout à fait extraordinaire de parler de liberté dans un tel contexte. Eh bien, c'est ça la psychothérapie. C'est de confronter le sujet à ses déterminismes. Mais pour lui permettre de s'en émanciper, si ces déterminismes ne lui conviennent pas. C'est aussi la source de la souffrance psychique la plupart du temps. Les sujets vivent dans des situations contraintes et contraignantes. Donc la thérapie, quelle qu'elle soit freudienne, qu'elle soit adlérienne, qu'elle soit frankienne, qu'elle soit jungienne, qu'elle soit lacanienne, c'est toujours une façon de s'affronter à ces déterminismes. Le sexe, la langue, le désir, l'histoire, la société, la famille, les paramètres transgénéalogiques ou intergénérationnels. C'est ça l'histoire de la vie humaine. C'est l'histoire de la confrontation de chacune et de chacun à ces déterminismes. Or, pour Frankel, et c'est ça qui est tout à fait étonnant, il y a une sorte de façon d'échapper à nos déterminismes qui précisément passe par l'affirmation de la dimension noétique, la dimension spirituelle. C'est pour ça que Frankel pose que tout être humain possède cette fameuse dimension noétique qui est, dit-il, sa part de transcendance. Qu'est-ce que c'est que la transcendance? Là aussi, c'est un concept qui est très chargé dans l'histoire de la métaphysique et dans l'histoire des traditions religieuses, mais c'est quelque chose de très simple chez Frankel. La transcendance, ce sont deux aptitudes qui sont des aptitudes fonctionnelles, spécifiquement humaines. La première dimension de la transcendance, c'est notre capacité d'autodétachement, d'autodistanciation. Nous pouvons prendre du recul par rapport à nous-mêmes, nous pouvons prendre du recul par rapport aux situations. Si tel n'était pas le cas, nous ne pourrions pas évoluer. Mais nous pouvons aussi nous dépasser. Donc à la fois autodétachement et autodépassement. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans la pratique de la logothérapie en tant que clinique, on observe que le processus thérapeutique obéit en effet et vérifie ces deux dimensions de la transcendance. Dans un premier temps, quand vous avez quelqu'un en état de choc ou sous le coup d'une souffrance innommable, eh bien, il faut l'aider à prendre une distance par rapport à sa souffrance. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, oui, ça va aller, refaites un projet. Non, il faut d'abord se détacher de cette souffrance. Ce n'est que dans un second temps qu'il est possible de se projeter à nouveau dans l'avenir. Donc vous voyez, la conception franklienne de l'être humain, de la transcendance humaine, va d'une certaine manière commander les deux étapes principales du processus thérapeutique. Se distancier de sa souffrance de manière à libérer de nouveau un espace mental pour le projet. Nous avons parlé de la motivation fondamentale qui consistait dans la recherche du sens, ou la quête du sens, comme dit Frankel.
il faut préciser les choses. Le petit extrait que j'ai lu mentionne et élabore un peu cet aspect des choses, mais je voudrais l'expliciter davantage. Il y a pour Frankel des sources du sens. Qu'est-ce qui fait que nous donnons un sens à nos projets? Eh bien, Raymond Frankel, nous donnons un sens à nos projets de trois manières possibles. Soit en affirmant ce qu'il appelle des valeurs d'expérience, c'est-à-dire que tout ce qui relève de ma façon de me relier au monde, aux choses et aux autres, donc les valeurs d'expérience sont les valeurs relationnelles, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la culture, tout ça sont les valeurs d'expérience. Soit en assumant une responsabilité, ce qu'il appelle des valeurs de créativité, et je peux affirmer des valeurs de créativité soit en m'engageant pour une cause, soit en développant une œuvre, en faisant une œuvre, soit en accomplissant une tâche, en exerçant un métier dont je considère qu'il est d'utilité publique, qui me rend service et qui me relie à la collectivité, à la communauté humaine. Et puis, il y a une autre façon de donner sens à sa vie, c'est ce qu'il appelle les valeurs d'attitude. Les valeurs d'attitude, ce sont précisément les conduites que nous sommes capables d'adopter face aux épreuves, face à l'adversité, face aux souffrances. Évidemment, ce n'est pas spontané. Quand nous souffrons, en fonction du degré d'impact, au moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes plutôt enclins à baisser les bras, à nous décourager, à nous déprimer, à renoncer. Or, les valeurs d'attitude sont précisément les valeurs qu'il faut privilégier dans le processus thérapeutique. Quelqu'un qui vient en consultation, c'est quelqu'un qui souffre. Par conséquent, ce qu'il faut d'abord l'aider à faire, en effet, c'est à développer une position de combat. Il faut l'aider à combattre sa souffrance. Donc, toutes les problématiques qui ont cours en France, qui sont même placées dans le vocabulaire commun, comme la notion de résilience, eh bien, ont été fondées par Frankel dans les années 30, bien avant que la recherche clinique ou médicale s'en empare aux États-Unis. La résilience pour Frankel, ça n'est rien de miraculeux, ça n'est rien d'aléatoire. La résilience, ça se travaille. Ça se travaille par l'élaboration de sa dimension noétique, par l'élucidation de notre système de valeurs. Par exemple, dans les groupes de parole que j'ai mis en place dans un département, dans un service de cancérologie à Paris, ce sont des groupes de parole qui rassemblent entre 10 et 12 personnes, eh bien, la question du sens se pose très fortement, parce que les maladies chroniques sont des sources d'angoisse existentielle, et surtout si elles menacent les sujets, après plus ou moins longue échéance. Donc la question du sens, finalement, se pose lorsqu'on s'affronte à des souffrances qui sont très, très difficiles et qui nous empêchent de vivre, et la raison d'exister, qui menacent notre vie et qui empêchent notre existence. Le fait de reconnecter chacune et chacun à des sources du sens, c'est-à-dire de l'amener à se livrer à un examen des conditions, de ses propres conditions d'existence, mais ça provoque de véritables révolutions personnelles. C'est-à-dire que ça met en cause le mode de vie, ça peut mettre en cause le système relationnel. En tout état de cause, c'est quelque chose de très libérateur. C'est dans ces situations que s'affirme la recherche du sens. Donc ça n'a rien d'abstrait. C'est quelque chose de très concret, parce que l'analyse existentielle, comme le dit Frankel, ce n'est pas l'analyse de l'existence, ce qui serait bien trop abstrait, bien trop exhaustif, bien trop idéal, c'est l'analyse des situations de l'existence. Nous sommes toujours dans une situation donnée, quelle qu'elle soit. Alors évidemment, il y a des situations macro-individuelles, notre environnement, comme je l'ai dit, nos déterminismes qui pèsent en amont, etc. Mais il y a aussi très concrètement le fait que lorsque nous souffrons, nous sommes en effet dans une situation très précise. Nous sommes capables d'identifier les principaux facteurs de cette souffrance, même si nous ne sommes pas capables de trouver, d'opposer à cette souffrance une solution immédiate. Mais l'analyse existentielle, c'est l'analyse des situations d'existence. Donc tout le travail thérapeutique consiste à faire apparaître que toute situation
fut-elle, même si elle a l'aspect d'une impasse, d'une aporie, toute situation recèle une possibilité de sens. Il est toujours possible de donner du sens, même à ce qui semble ne pas en avoir. C'est pour ça que la traversée des situations limites par Frankel au moment de sa déportation est un véritable creuset de vérification de l'hypothèse holothérapeutique. C'est-à-dire que même si je ne peux pas changer la situation dans laquelle je me trouve, à tout le moins puis-je changer mon rapport à cette situation. C'est ça l'apport de Frankel en clinique et en psychanalyse. Et parce qu'avec Frankel, la problématique de la souffrance devient non pas une problématique qui va susciter la hantise, la peur, qu'il va falloir abattre à coup d'antidépresseurs ou de divertissement, mais il faut s'y confronter. Parce que la souffrance est une source de sens. Donc il y a quelque chose de très lucide chez Frankel. On ne peut pas faire l'impasse sur la souffrance, parce qu'encore une fois, la souffrance est inhérente à la condition humaine. Tout le monde souffre à des degrés divers et à différents moments de sa vie. Tout le monde est amené à connaître des séparations, des deuils, des modifications qui vont le déstabiliser. Donc la souffrance est vraiment une donnée intrinsèque de la condition humaine. D'ailleurs, Frankel développe une philosophie d'existence qui lui est propre et qui est très intéressante, qu'il va qualifier d'optimisme tragique. C'est une expression paradoxale. Pourquoi optimisme et pourquoi tragique? Tragique d'abord, parce que, dit Frankel, tout être humain est sous la dépendance de ce qu'il appelle justement une triade tragique. Qu'est-ce que c'est que la triade tragique? C'est le fait d'être exposé à la souffrance. Nous sommes toujours susceptibles de souffrir. C'est le fait d'être aux commandes d'une vie qui est frappée du sceau de la finitude. Nous ne sommes pas éternels. Et c'est le fait de pouvoir éprouver de la culpabilité, soit morale, soit tout simplement de l'ordre de l'insatisfaction. Parce que ce qui caractérise l'être humain, dans sa tension existentielle, c'est toujours le hiatus entre ce qu'il est et ce qu'il aspire à devenir. Et c'est ça la dynamique existentielle. C'est ce hiatus entre ce que je suis et ce que je veux être. Et cette tension, elle est marquée du sceau de la triade tragique. Mon projet existentiel est limité dans le temps et dans l'espace. Et de surcroît, je suis capable d'évaluation. Et c'est parce que je suis capable d'évaluation qu'à chaque pas, à chaque situation que je traverse, je vais tenter de conférer un sens à cette situation. Mais toujours, la situation est éphémère, donc tragique. Pourquoi optimisme? Parce qu'en dépit de la triade tragique, culpabilité, finitude, souffrance, eh bien, je peux affirmer une prise de conscience, exercer ma liberté et prendre des responsabilités. Donc, l'être humain est déterminé, mais il faut aussi s'émanciper de ces déterminismes en lui opposant la conscience, la liberté, la responsabilité. De surcroît, le fait qu'il soit animé par cette recherche du sens, eh bien, c'est quelque chose, d'une certaine façon, qui lui confère aussi d'autres prérogatives. Il est fondamentalement en quête de sens. Cette quête de sens s'applique en priorité à sa propre vie, et par conséquent, il est toujours appelé à élaborer un système de valeurs. Et c'est pourquoi Frankel critique le nihilisme et critique le relativisme, en disant qu'il est intolérable de vivre dans une société qui définit toujours l'être humain comme l'ensemble de ces déterminismes. Ça, c'est bon pour l'économie, ça, c'est bon pour la sociologie, c'est bon pour le discours administratif, mais ça n'est pas la vérité de la personne. La personne se vide de l'intérieur et à chaque pas donne un sens à ses actes. Maintenant, la souffrance existentielle. Pour l'instant, j'en ai parlé sur un plan individuel, très d'union personnelle, sur un plan subjectif. Ce qui est très intéressant, c'est que Frankel dit que ce qu'il appelle la névrose nosette, c'est-à-dire la souffrance existentielle, il dit que c'est une souffrance
subjective, en effet, qui est liée à des situations de perte, mais très curieusement, cette souffrance est très marquée dès lors qu'on entre dans la modernité. C'est-à-dire que la névrose noogène, le vide existentiel du Frankel, c'est, dit-il, la névrose collective de notre temps. Le vide existentiel est la névrose collective de notre temps. Pourquoi? La modernité se caractérise par deux facteurs qui sont la perte, l'effondrement des religions et l'affaiblissement des traditions. Or, l'effondrement des traditions, précisément, c'est l'effondrement d'un ensemble de systèmes de valeurs collectifs. Et ceci expose, en effet, les sujets à l'absence de repères. C'est pour ça que la modernité, à plus forte raison la postmodernité, ce qu'on appelle aussi l'hypermodernité, sont des cadres qui favorisent et qui amplifient le risque du vide existentiel. Mais ce n'est pas tout. Frankel a été témoin de l'histoire du XXe siècle. Il a connu la fin de l'Empire austro-hongrois, mais il a aussi connu les deux totalitarismes. Et qu'est-ce qu'il observe? À l'effondrement des traditions et des religions a succédé ce qu'on pourrait appeler des référentiels de substitution. Que sont ces référentiels de substitution? Eh bien, c'est la démocratie de marché, qui n'a de démocratie que le nom, c'est surtout un marché. Et puis, le totalitarisme. Ce sont deux extraordinaires matrices de vide existentiel. Pourquoi? Parce qu'elles vont produire du conformisme de masse. Dans le conformisme de masse, la personne s'oublie et l'individu est exalté. Mais la frustration augmente de plus en plus. Si donc la souffrance existentielle n'est pas une maladie au sens traditionnel du terme, elle peut produire des pathologies d'un nouveau type. En particulier, je l'ai évoqué rapidement, ce que Frankel appelle des dépressions noogènes, c'est-à-dire le fait que vous ayez une sorte d'effondrement qui n'est pas lié à des facteurs pathologiques, produit des addictions, et ça, la société en est remplie, on peut même dire que c'est une fabrique d'addictions, et puis produit des formes de violence collective inédites. Des banlieues qui flambent de temps en temps. Ce n'est pas une pathologie au sens traditionnel, c'est la conséquence du vide existentiel collectif. C'est l'absence d'une société incapable de fonder son avenir sur de véritables valeurs. Donc vous voyez que l'analyse existentielle et la logothérapie de Frankel ne sont pas seulement un référentiel de clinique individuelle, une sorte de psychanalyse post-freudienne, c'est aussi un modèle critique. On peut reconnaître la névrose noogène à ciel ouvert. Prenons-nous dans les bois, circulons sur les grandes avenues, observons le paysage urbain couvert de publicité, intéressons-nous aux messages publicitaires, la plupart du temps, intéressons-nous aux productions massives de la culture industrielle, la plupart du temps, toutes ces données véhiculent non pas des valeurs, mais des contre-valeurs, des contre-modèles, si vous préférez. Mais en même temps, c'est ça qui est inculqué aux enfants. C'est ça qui s'introduit et qui mine le lien social. Donc la névrose noogène, névrose collective de notre temps, a en effet des impacts multiples sur les sujets. Et les individus sont écrasés par la névrose noogène. Et plus ça va, et moins la singularité personnelle a des chances de pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que la logothérapie invite aussi à penser la question de savoir qu'est-ce qu'une société digne de ce nom. Une société digne de ce nom serait une société, que ce soit nationale ou planétaire, société humaine au sens large, une société au sens anthropologique si vous préférez, c'est une société qui aurait raison du vide existentiel. Une société qui limiterait les facteurs de production du vide existentiel. Alors ce qui est intéressant, c'est que la situation, je dirais plutôt la gestion politique de la pandémie à l'échelle planétaire est une source d'interrogation extraordinaire qui fait formidablement écho à la pensée de Frankel. Parce qu'on est dans un surdéterminisme fortement réaffirmé, on est dans une restriction formidable
de la dimension noétique. Nous sommes constitués en sujet individu et moins que jamais en personne. Nous sommes sommés de répondre à des injonctions. C'est l'individu qui répond à des injonctions, mais la personne affirme un libre arbitre. Voilà. Je n'ai terminé, vous pouvez laisser quelques temps au débat. Merci de votre attention. Merci, cher professeur, pour cette savante communication sur Viktor Frankl. Certains auront découvert, d'autres redécouvert ce produit de la Nouvelle Europa, qui a effectivement traduit de la fin de l'Empire austro-hongrois, qui était professeur de neurologie et psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université de Vienne. Il était aussi, je crois, directeur du pavillon des femmes suicidaires à l'hôpital psychiatrie. Et de 1933 à 1936, quand les nazis ont pris le pouvoir, il s'est refusé à euthanasier les malades mentaux. Il sera récompensé par une déportation dans les camps, je crois, à Theresienstadt. Il apprendra après la guerre la disparition de sa femme et de ses parents et de son frère. Y a-t-il, Margot, on va donner la parole au public, des questions à l'endroit de l'universitaire? Oui, dans votre exposé, vous avez explicité de manière très intéressante la relation entre la dimension personnelle et la dimension collective de la souffrance. Ma question, c'est de savoir si on fait la relation entre si on fait cette relation entre la recherche du sens dans la vie, à la fois au niveau personnel et à la fois au niveau collectif. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la conception du sens de l'histoire? Parce qu'il y a le sens de la vie, et puis il y a le sens de l'histoire. Et du point de vue, et là, vous avez fait aussi des relations avec les points communs entre la pensée de Frankl et la pensée juive. Et de ce point de vue, on sait que la Bible, c'est quand même ce qui a fondé la mise en exergue du sens de l'histoire. Alors, est-ce que Frankl pose aussi cette question? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Frankl montre d'emblée qu'il y a une relation entre la recherche du sens personnel et puis le fait que la société dans laquelle s'inscrivent les sujets est sensée ou insensée. Mais Frankl reste un thérapeute, c'est-à-dire que, au même titre que Freud, ou Jung ou Adler, il répond à des demandes qui sont toujours des demandes subjectives, individuelles, personnelles, si vous voulez. Mais ce qui est très intéressant, c'est que comme Freud, dans le malaise dans la civilisation, ou comme Jung, dans le passé est présent, il montre que la question psychanalytique est une interrogation sur la nature du lien social. Et que s'interroger sur la souffrance, c'est forcément s'interroger sur la civilisation. Mais le thérapeute, dans la mesure où il traite au cas par cas de la souffrance, ne peut pas prétendre résoudre les problèmes qui sont ceux du sens collectif. Mais il en montre la voie de manière très intéressante. C'est-à-dire que ce qui est très certain, c'est qu'à la suite de Frankl, il y a toute une dimension de psychanalyse existentielle, trait d'union collective à élaborer, sur laquelle lui ne s'est pas beaucoup penché. Il a simplement réitéré le fait que l'impact du non-sens collectif produisait du vide existentiel à l'échelle individuelle, mais il a montré surtout que la réflexion sur les valeurs, c'était vraiment le levier d'un projet de société digne de ce nom. Mais en tant que thérapeute, il n'a pas les moyens de l'homme politique, si vous voulez. Mais il y a une connaissance historique très précise, il y a une puissance de diagnostic très pertinente, et les choses sont entre deux mains. Mais il est certain que Frankl est en effet très marqué par la pensée biblique, parce que c'est la Bible qui ouvre pas seulement le continent histoire, mais le continent en tant que l'histoire est porteuse de sens. Ça, vous avez entièrement raison. C'est quelque chose qui est à reprendre, parce que on le constate aujourd'hui plus que jamais, la question de la
qui m'a frappé en vous écoutant, d'une part, Freud, je crois, enfin même si je suis psychanalyste depuis pas mal de temps, je pense que Freud n'a pas vraiment compris ce qui se passait dans les années 30, 40, enfin 30, enfin ici il le comprenait davantage, il n'a pas compris. Il a écrit Malaise dans la civilisation, il n'a pas écrit Destruction de la civilisation. Et les analystes après lui, dont ont compris qu'il y avait eu une destruction du sens. Vous voyez? Donc c'est pour ça que dans ma tête, je pensais comme ça à Castoriadis avec la montée de l'insignifiance, je pensais à Searle avec l'effort pour rendre l'autre fou, et j'ai pensé à Devereux avec son idée que le monde moderne produisait aussi du non-sens et donc des risques de psychose. Je disais que le risque c'était la psychose. Bon. Donc je crois que là il y a une fracture, effectivement, et que par rapport à ce que vous disiez sur le sens de l'histoire, enfin, l'interrogation qu'il y a là, je fais du coup, quand même, il y a des moments où on a l'impression que l'histoire n'a pas de sens, enfin ce qu'on vit, tout d'un coup n'a plus de sens. C'est ce qui s'est passé dans les années 30, y compris en Allemagne, pour beaucoup de gens, et pas seulement les juifs, beaucoup de gens. Et donc, ce travail sur le sens, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Je pense que les nazis, dans l'ensemble, pensaient qu'ils avaient des valeurs. Hélas. Voilà, ce qu'on appelle les valeurs, vous voyez. Oui. Donc, voilà, je crois que c'est ça c'est essentiellement ça que vous pouvez voir. Et je crois que ce que je retiens de ce que vous dites, là aussi, quand même, c'est qu'il y a peut-être une issue importante dans la prise de conscience des non-sens auxquels on est confronté. Voilà, peut-être, collectivement. Vous avez tout à fait raison. Alors, ce qui est très important, effectivement, et vous l'explicitez, c'est qu'il n'y a pas chez Frankel de réflexion sur l'idée que le sens serait téléologique. Il ne considère pas du tout qu'il y a un sens à l'œuvre dans l'histoire et que celui-ci se développe avec une cohérence interne et suprême, avec des points culminants. Non, il parle bien de donner un sens à la vie. C'est-à-dire que c'est une élaboration psychosociale continue. Il n'y a pas de sens immanent à l'histoire. Et quand vous disiez très justement, et il faut y insister aussi que les nazis pensaient avoir des valeurs, je me souviens, il y a plusieurs années maintenant, lorsque je travaillais avec Jean-Paul Yakov, il m'a dit un jour, vous êtes très moraliste, mon cher Jean-Paul, vous savez que les nazis aussi avaient une éthique. Alors, il avait raison, et vous avez raison en ce sens qu'il faut distinguer entre l'éthique et les valeurs. Parce que l'éthique nazie est un système de contre-valeurs. Et il faut bien faire attention à ce que veut dire une valeur. Et ça, c'est peut-être un point sur lequel je suis un peu déplacé, mais pour des raisons de temps. Ce qui est au cœur de l'analyse existentielle et de la logothérapie, c'est la démarcation entre valeurs et contre-valeurs. C'est pour ça que, c'est très important de le saisir, aussi bien à l'échelle subjective qu'à l'échelle collective, n'importe quel motif ne peut pas être brandi comme une valeur. La véritable valeur est universelle, inclusive, et elle se trouve du côté de ce que Freud appelait la pulsion de vie. La pulsion de vie. Mais la contre-valeur, c'est exactement ce qui caractérise le projet nazi, si on peut parler de projet, mais c'en est un, c'est quand même un système de contre-valeur. C'est-à-dire un système qui exclut tout ce qui n'est pas situé au point de vue du nazisme. Donc si le nazisme, comme le stalinisme, comme tous les ismes délétères et fanatiques, justifient qu'on les combatte, c'est parce que ce ne sont pas des systèmes de valeurs, précisément. Donc il faut bien